Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique. Bangassou, ce nom à lui seul évoque désormais pour les Centrafricains tristesse et désolation. Située à 470 km de Bangui, la capitale centrafricaine, cette ville a été l'objet ces derniers jours de violents affrontements entre éléments de l'Est Séléka et anti-Balaka. Le bilan est lourd. 26 morts selon l'ONU, 115 morts selon la Croix-Rouge locale et plusieurs blessés. Mais comment comprendre, comment expliquer la flambée de violence en Centrafrique et quel bilan faire de l'action du président Faustin Archange Touadéra en matière de sécurité en Centrafrique depuis qu'il a pris le pouvoir? 3 Centrafricains avec moi pour en parler. Monsieur Roger Adja Landi, vous êtes le coordonnateur général de la majorité présidentielle en Europe en charge de la communication. Merci et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Fred Edgar Garcia, vous êtes le conseiller national de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain. C'est un parti d'opposition. Vous êtes par ailleurs le porte-parole en Europe de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé, arrivé 2e à la présidentielle de 2007 dans votre pays. Merci, Monsieur Garcia, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Roka Rolling Landung, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes par ailleurs directeur de publication de Cadeivos. C'est un web média. Merci, M. Landung, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Tobi. En l'espace de quelques jours, 6 casques bleus de l'ONU et des dizaines de Centrafricains ont payé de leur vie la folie meurtrière qui s'empare à nouveau de la Centrafrique, qui peine encore à retrouver le chemin de la paix et de la stabilité. C'est un sujet de la rédaction signé Deogracias Podo. Depuis plusieurs années, la République centrafricaine traverse une crise politique majeure dont les conséquences en termes de déplacement et de violence sont considérables pour la population. Les autorités doivent faire face à une situation d'urgence dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine sanitaire. La crise politique et les violences ont aggravé la pénurie de services de santé et 72% des structures de santé ont été endommagées ou détruites par les violences et les pillages. J'exhorte les auteurs de cette recrudescence de la violence à ne pas perdre de vue qu'en Centrafrique, la moitié de la population dépend encore d'aide humanitaire. Je déplore que la situation se dégrade autant alors que les efforts de plaidoyer pour un soutien accru auprès des partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine commencent à donner des fruits encourageants. Depuis fin 2016, les affrontements entre groupes armés et les exactions contre les civils ont de nouveau pris de l'ampleur dans plusieurs localités de la Centrafrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a récemment condamné les violences perpétrées par des miliciens anti-Balaka dans la ville de Bangassou, dans le sud du pays. Entre attaques et provocations à l'encontre des civils, la MINUSCA, mission des Nations Unies sur place, éprouve de plus en plus de difficultés à stabiliser la situation sécuritaire. On peut dire que cette situation sécuritaire est sérieusement remise en cause avec tous ces événements. Il n'y a pas la maîtrise même de cette situation sécuritaire. Aujourd'hui, après Alinda, aujourd'hui c'est Bangassou, et demain ce sera encore une autre localité. Et la MINUSCA, avec tous les moyens dont elle dispose, n'arrive pas vraiment à contenir ces vagues de violence et d'ailleurs. Les inquiétudes se sont multipliées ces derniers mois en République centrafricaine face à la recrudescence des violences et des tueries dans plusieurs régions du pays. Les civils en sont les principales victimes. Beaucoup ont traversé la frontière vers la République démocratique du Congo, malgré le risque sanitaire dans cette zone. Le président de la République qui était en mission était revenu et avait vraiment condamné toute cette violence en demandant à la population française d'être vigilante parce que cette série de crises qui reprend encore n'est pas le fait du hasard. La mission première dévolue aux soldats de la paix, c'était de sécuriser toutes les villes. Depuis le 13 mai 2017, plus de 3000 personnes ont quitté Bangassou suite aux violences. Cette ville a été depuis longtemps un symbole de la paix et de la cohésion entre différentes communautés, en dépit de l'instabilité sur la majeure partie du territoire. En mai 2017, plus de 425 000 personnes se sont encore déplacées en Centrafrique. À cela s'ajoutaient les 483 000 réfugiés centrafricains qui ont fui vers les pays limitrophes, principalement au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo. Au total, 20% de la population centrafricaine était déplacée ou réfugiée. Monsieur Garcia, Bangassou a toujours été une ville symbole de paix et de cohésion, surtout entre communautés religieuses. Comment comprendre aujourd'hui que cette ville bascule dans la violence, M. Garcia? Monsieur Toubé, je vous dirais que pour nous,
cette recrudescence de la violence est due à 3 facteurs. S'il vous plaît. Le premier facteur, c'est une méthode de gestion qui n'est pas adaptée pour une période de crise. Cette méthode de gestion inadaptée, entretenue par le président Faustin-Archange Touadéra. La deuxième raison pour nous, c'est la non-application dans sa plénitude du mandat qui est celui de la MINUSCA. La troisième raison, c'est une absence d'une véritable politique, d'une politique claire, pouvant convaincre justement le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire profiter à la République centrafricaine les mesures dérogatoires qui sont contenues dans la dernière résolution, la résolution 2339, qui a prorogé le mandat qui a prorogé l'embargo sur les armes en République centrafricaine. Vous savez, M. Faustin-Archange Touadéra n'avait pas arrivé dans cette élection-là de manière impréparée. Il connaissait les raisons qui ont conduit à cette situation d'insécurité. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il a assisté à la création et au développement de la Séléka. Ce sont même les Séléka, justement, qui ont fait partir M. Touadéra du pouvoir. Donc, le peuple qu'il avait élu, d'après ceux qui sont ses soutiens... en gros, il n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, dites-vous aujourd'hui. Pour nous, il n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Monsieur Adjalandi, il évoque 3 facteurs. Mauvaise gestion du pouvoir, défaillance de la MINUSCA, absence de politique claire. Que répondez-vous à cela? Là encore, on est encore là, permettez-moi de le dire de manière franche. Je vous en prie. Nous sommes là dans du bashing, du dénigrement permanent. On ne traduit, il n'y a aucun élément factuel dans ce que vient de dire mon compatriote Gatien. Il est... Des 3 éléments qu'il a évoqués, vous pensez qu'il est dans le Archange Touadéra bashing? Non, c'est du bashing. C'est du bashing. C'est du Touadéra bashing. Je ne peux pas laisser monsieur... Permettez que je développe... S'il vous plaît. Alors expliquez-nous. Je crois qu'il y a des éléments... Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Il y a des éléments factuels aujourd'hui. Oui. La ville de Bangassou, d'Alindao, en tout cas la région de Basse-Koto, a été attaquée. Au sud-est de votre Quel est le résultat aujourd'hui? Il y a des morts, on parle de 115 morts. 115 morts, 130 entre les deux. On peut faire une en tout cas, plus de 100 morts. Somme de 245 morts à peu près. Voilà. Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est du fait du président de la République? Ou alors, qu'on me démontre quelle est la faute là, du président de la République dans cette affaire? Me semble-t-il, un groupe aujourd'hui mal identifié, qu'on assimile plus ou moins aux anti-Balaka, oui, avec une alliance, avec donc une ancienne rébellion donc du RDC, oui, qu'on appelle la M23 à l'époque. Donc voilà, ces éléments-là, ce sont ces éléments-là. Monsieur Adjalandi, le sens de son propos, c'est que le chef de l'État est le garant de la sécurité nationale. Absolument. Il est le garant de la sécurité de tous les Centrafricains. La question aujourd'hui, puisque vous évoquez des éléments factuels, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir ce qui s'est passé, les drames qui se produisent dans votre vie. Justement, je me permets de dire que dire que le chef d'État est le garant, ça relève de la théorie. C'est une théorie qu'on peut admettre. Mais maintenant, il y a des éléments factuels, je viens vous dire qu'il y a des éléments factuels qui expliquent pourquoi il y a eu cette intensification de la guerre, de la violence dans Bambari. Et on ne peut pas l'expliquer aujourd'hui par le seul fait que le président aurait fait... Non, je crois, soyons sérieux. D'accord. Qu'est-ce qui explique? Alors, on est dans un complot. Il faut le dire les choses clairement. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Bangassou? Voilà. Qui complote contre qui, s'il vous plaît? Très rapidement. Je vais vous le dire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Bangassou et à Alindao? Il se trouve que des groupes armés se sont donc permis d'attaquer donc des musulmans à un moment donné qui ont été donc regroupés et donc où la communauté internationale, là encore, justement, n'a pas été capable d'intervenir et a laissé pilonner ces populations-là. Je parlais de la population musulmane. Oui. Il faut être clair. Alors, donc, dans cette affaire-là, il y a un projet politique derrière qui consistait justement à attaquer, à faire revivre. Qui en est l'auteur? Justement, je vais vous dire. Oui. À faire revivre donc la guerre
qu'on appelle confessionnelle, pour permettre justement à d'autres relais politiques justement de déclencher des opérations à Bangui et naturellement déstabiliser le pays. Voilà la raison de ce qui s'est fait. En dehors de toute la théorie du droit... Monsieur Adjamandi, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a derrière les affrontements entre communautés dans votre pays des acteurs extérieurs. Il y a des acteurs... qui ont intérêt aujourd'hui à ce que la Centrafrique soit déstabilisée. Des acteurs extérieurs qui ont une intelligence naturellement avec certaines personnalités qui ont eu des affaires dans le pays, qui se sont donc mis en alliance avec des anti-Balaka pour attaquer donc des musulmans et naturellement à partir de ce moment-là réveiller une guerre confessionnelle. Après les attaques ou avant les attaques? Certains nombres d'éléments aujourd'hui nous recoupés nous permettent aujourd'hui de dire cela. Après coup. Non, mais nous savions avant coup qu'il y a des éléments, justement, il y a des éléments des éléments de terrain qui nous ont permis de dire aujourd'hui que ce coup-là, ce complot était en cours. Et naturellement, nous savions justement le schéma opérationnel. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de démontrer, avec des ramifications naturellement politiques. On doit la vérité, M. Adjamandi. Mais c'est ce que j'ai entendu vous dire, là, c'est ça la vérité, ça. Dites aux Centrafricains qui sont ceux qui aujourd'hui ont intérêt à ce que le pays soit déstabilisé énormément. On a besoin. On peut parler de groupe de Nairobi. Je ne vais pas vous faire de la politique fiction. Je suis dans du concret là. Il y a le groupe de Nairobi justement qui est en train de manipuler. Avec des relais justement et avec une partie de la classe politique nationale. Il faut le dire ça. Très rapidement, M. Landou. Votre avis par rapport aux causes actuelles de la flambée de la violence dans votre pays, la Centrafrique, où on dénombre de nombreux morts? Alors, M. Togbé, merci. Très rapidement, s'il vous plaît. Exactement. Moi, je ne veux pas m'attarder sur ce qui s'est passé à Lindao ou à Bangassou. Depuis toujours, j'ai toujours dit les élections anticipées en Centrafrique n'étaient pas une bonne solution. Si on avait essayé de résoudre le problème de la sécurité ou de l'insécurité en République centrafricaine, on ne pourrait pas. Mais la communauté internationale était tellement pressée à organiser des élections en République centrafricaine sans pour autant prendre en compte la situation sécuritaire. Le pays était toujours sous le joug des groupes. On en avait entre 2 et 3 groupes. Aujourd'hui, nous en sommes à 14 groupes armés. Donc, ça n'a pas connu et identifié. Identifié. On sait là où ces groupes-là sévissent. Donc vous pensez qu'il n'aurait pas fallu organiser les élections? Les gens se plaignaient comme quoi la transition durait. Ça prenait trop de temps. Il fallait aller aux élections. Tout à fait. Et qu'ils pensaient que c'est en allant aux élections qu'on pourrait avoir une part de solution à la crise centrafricaine. C'était Vous pensez qu'on a mis la charrue devant les bœufs? Monsieur Garcia, très rapidement, nous ne ferons pas non plus un faux procès au professeur, au président Faustin Archange Touadéra. Ça fait un peu plus d'1 an seulement qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'en 1 an, on peut sécuriser votre pays, la Centrafrique? Il serait, en tout cas, malhonnête de notre part de dire qu'en 1 année, on pouvait sécuriser l'intégralité du territoire centrafricain. Mais on pouvait au moins empêcher les casses, comme on le dit. Je disais tantôt que M. Faustin Archange Touadéra a adopté une méthode de travail qui n'est pas adaptée, qui n'est pas vraiment adapté en temps de crise. Qu'est-ce qui s'est passé dès la prise de pouvoir de M. Faustin? Très rapidement, s'il vous plaît. Dès que M. Archange Touadéra avait prêté serment, il a priorisé un entretien avec les chefs rebelles, sans pour autant se donner la garantie comme quoi ces chefs rebelles-là ont effectivement une autorité sur les hommes qu'ils pilotent sur le terrain et qui continuent de tuer les Centrafricains. Ce sont les réalités centrafricaines. Le deuxième facteur que j'avais soulevé, c'est la non-observation de l'application dans sa plénitude du mandat de la MINUSCA. On parle effectivement le mandat de la MINUSCA, elle est claire. Le mandat de la MINUSCA stipule que la MINUSCA est dans notre pays non seulement pour aider à la sécurisation du pays, et également pour protéger les populations civiles, en utilisant tous les moyens qui sont à leur disposition. On en a vu. La MINUSCA nous a démontré qu'on avait les moyens, la méthode et la capacité de le faire. Quand un groupe rebelle, le groupe FPRC, voulait avancer vers Bambari, mais la MINUSCA a pris la décision de stopper leur progression et de tuer un chef rebelle, monsieur qu'on appelle Général Zundeko. Voilà ce que monsieur Adam Andi appelle des éléments factuels. Mais ça, ce sont des éléments factuels. La MINUSCA n'est pas sous l'autorité du président Faustin Archange Touadéra. La MINUSCA, le mandat de la MINUSCA a été donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout à fait. C'est un mandat clair. En arrivant en République centrafricaine, c'était aux Centrafricains d'opposer justement à la MINUSCA une équipe
domestique forte, capable de faire des propositions à la MINUSCA, capable d'expliquer la politique qu'il comptait mener pour le pays à la MINUSCA, pour que la MINUSCA s'adapte à cette politique-là. Et justement, il y a eu cette absence de volonté politique et de méthode de travail de la part de M. Faustin-Archange Touadéra et de son gouvernement. Très rapidement, M. Adjalandi, le fait d'avoir choisi de discuter avec les chefs rebelles, est-ce que c'était... qu'est-ce qui justifiait cette procédure, cette méthode pour vous de travail? Discuter avec des gens qui, au fond, n'ont aucune emprise sur les éléments du terrain. Non, mais discuter en soi n'est pas mauvais. La question, c'est de dire que nous étions donc dans un paradigme finalement de la reconstruction donc de l'armée nationale. C'est cela. Vous aurez remarqué que quand la Séléka sont intervenus, l'armée a quasiment disparu. Il était à un moment donné question de reconstruire une autre armée. Oui. C'est dans ce cadre-là, et naturellement on reviendra tout à l'heure sur le DDR, tout à fait. Il va falloir engager une discussion sur ce paradigme. Faut-il identifier les bons interlocuteurs? Les groupes armés ont été naturellement identifiés, les 14 groupes armés ont été identifiés. Oui. Il fallait engager une discussion pour comprendre leurs desiderata. Ça me semble du bon sens, ça tombe sous le coup du bon sens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui reprocher, je ne vois pas en quoi... Mais comment expliquez-vous, effectivement, qu'il n'y a aucune emprise, finalement, sur les hommes sur le terrain? Non, mais la question, justement... mais dire cela, en fait... Mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, au regard des tueries... Oui. Mais je viens de vous expliquer que ce qui s'est passé à Bangassou, c'est un complot. C'était un projet politique avec des ramifications et qui avait une finalité donc de déstabiliser le régime. Ça n'a strictement rien à voir avec la guerre telle qu'elle est. On l'a connue en 2013. Donc ça n'a strictement rien à voir. Vous nous direz avec même s'il y a des similitudes dans les modes opératoires, mais en fait ce sont deux événements totalement différents. Il faut comprendre ça comme ça. Et vous nous direz avec plus de précision les enjeux qui sont donc liés à ces facteurs extérieurs que vous évoquez. Et comment votre pays, la Centrafrique, peut transcender, peut aller au-delà pour justement parvenir à retrouver le chemin de la paix. Mais ça, ce serait après une courte pause. À tout de suite.